Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Corinne Rebaud qui vient nous parler de la Première Guerre mondiale, mais de ce qui s'est passé, de l'histoire tahitienne de la Première Guerre mondiale. Bonjour Manouya et bien sûr bonjour Martine. Et oui, je viens présenter le dernier ouvrage d'une trilogie que j'avais intitulé 1914 dans les établissements français de l'Océanie, puis après un second était 1915-1916 et le dernier 1917-1918. Et ces livres-là, je les ai réalisés à la lecture du journal officiel des établissements français de l'Océanie. Donc j'ai épluché en tout des milliers de pages concernant cela, mais afin d'y débusquer des petites pépites, des petits faits intéressants qui pouvaient des anecdotes, voilà, en quelque sorte. Par exemple. Voilà. C'était pas un peu fastidieux justement parce qu'il y a l'écriture aussi qui n'est pas toujours très moderne, qui est un peu alambiquée. Comment tu fais pour te retrouver? C'est difficile parce que c'est vrai que ça a un côté fastidieux. Bon, tu es historienne en même temps, donc voilà. Tu as l'habitude de chercher, voilà. de dénicher. Je suis historienne et juriste, mais bon, il est vrai que quand même on passe des journées à éplucher des pages et des pages sans trouver grand-chose. Hein, c'est un peu un chercheur d'or. L'archéologue, fastidieux, puis un beau jour, voilà. Oh mon Dieu, une momie. Alors donc, là, pour celui-là, j'ai passé plus de 1000 pages du journal officiel. C'est écrit tout petit. Et du journal officiel d'ici ou d'ici, des établissements français de l'Océanie, donc des EFO. Et donc, à travers ça, j'ai voulu me faire une idée des préoccupations des habitants, quelle était leur vie. Enfin, on peut pas établir qu'on voit tout à travers le journal officiel, bien évidemment, mais ça donne quand même des indications. Et puis de temps en temps, il y a des petites anecdotes, comme par exemple des arrivées de bateaux. On apprend qu'en mars 1917, les habitants de Pitcairn ont construit une petite goélette avec des troncs d'arbres, des branches, enfin ce qu'ils avaient sous la main. Et ils sont partis de Pitcairn jusqu'à Tahiti et ils arrivent en mars 1917, une dizaine d'hommes dans leur petite goélette fabriquée à la main, on va dire. C'est assez extraordinaire de faire un tel périple comme ça. Ah oui, là ils étaient les dignes héritiers de leurs ancêtres. Voilà. Et puis après, on apprend d'autres choses. Par exemple, toujours dans l'année 1917, la prise de possession de l'île de Mopelia par le corsaire allemand, le Siadler, du fameux von Lückner, dont on a un des deux canons qui se trouve sur la place Bougainville. Et donc, une incroyable aventure. Ils vont prendre possession de l'île, puis ensuite leur bateau, 2 jours après, sera drossé sur le récif. Et il va raconter, von Lückner, que c'était un tsunami, le petit coquin. Voilà. Parce qu'ils n'étaient pas à bord, ils étaient partis pour pique-niquer avec le schnapps et le champagne. Voilà, donc on apprend tout un tas de petits détails, des histoires de naufrages, des histoires d'habitants rescapés. Oui, voilà, c'est pas forcément sur la guerre elle-même, ce sont les anecdotes tout autour, quoi. Mais il y a aussi, par exemple, le gouverneur qui fait régulièrement la tournée de toutes les îles et qui encourage constamment les habitants à développer les cultures vivrières pour pouvoir être autonomes et ne plus dépendre des importations venues de l'extérieur pour alimenter la population. On insiste beaucoup sur les vanilleries, la culture de la vanille. Oui. Mais aussi l'exploitation des nacres, donc issus des huîtres perlières au Tuamotu, représente un marché très important aussi. Alors là, il s'agit de juste exploiter les huîtres pour en retirer la nacre qui servait à tout au début du XXe siècle, à faire des boutons, des manches de parapluie, des manches des crucifix, des crucifix, beaucoup d'images pieuses, enfin des coupes papier, enfin un peu de tout. Et donc la nacre est très exploitée. Alors de temps à autre, on trouvait une perle, et des fois des perles magnifiques qui étaient vendues très très cher, mais à la pirogue, directement à la descente de la pirogue quand il les ramenait. À la sortie du camion, comme on dit ici. Voilà. Et donc, de temps en temps, il y avait quelques très belles perles, mais c'était des perles fines, complètement naturelles, qui étaient trouvées dans les nacres. Mais ce n'était pas très fréquent quand même, mais ça valait très cher.
Et donc, ça a encouragé les habitants des Tuamotu, justement, à se regrouper dans certains atolls pour faire cette exploitation. Alors, on dira, mais en temps de guerre, comment cela se passait-il? Ben, évidemment, il y a eu une partie des hommes qui sont partis à la guerre. On estime entre 1500 et 1800. Oui, quand même, oui. Il y en a 300 qui ne sont pas revenus. Donc 300 qui sont morts, et donc ils sont morts pour aller défendre la patrie. Donc par exemple, un petit village dans lequel je vais avoir la chance d'aller dans quelques jours, le petit village de Velle-et-Caumont sera délivré par... Et qui se trouve où? Alors, dans le nord-est de la France. Voilà, il faut préciser. Voilà. Disons que c'est pas un mot qu'on a l'habitude d'entendre. Exactement. Et donc, il a été délivré par des poilus tahitiens qui ont fait un véritable exploit. Ils ont passé toute la nuit dans les marais le 25 octobre 1918. Donc déjà, l'eau est froide. Ils y ont passé la nuit. Parfois, l'eau leur arrivait jusqu'aux épaules. Ils faisaient passer les hommes qui n'arrivaient pas à avancer. Ils faisaient passer tout le matériel. Et à l'aube, ils ont attaqué le village qui était tenu par les Allemands et ils ont réussi à le délivrer. Bon, certains sont morts, mais donc une commémoration va être faite en leur honneur. Et puis d'autres sont morts aussi, alors pendant les trajets entre Tahiti et la France, enfin Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, puis la France. Après, bien sûr, sur différents fronts, hein, c'est-à-dire les Balkans, etc. Et puis, voilà, il en est mort quand même 300. Mais à la fin de mon ouvrage, je fais une comparaison assez macabre, certes, mais entre nos voisins du Pacifique, par exemple les Australiens, qui ont engagé environ 330 000 hommes dans ce conflit mondial, et environ 60 000 sont morts, et 160 000 gravement blessés. Et concernant les Néo-Zélandais, 100 000 hommes ont été engagés, et à peu près 20 000 sont morts aussi et beaucoup de blessés. Donc, ça a été un conflit mondial et les Tahitiens y ont participé pour défendre la patrie, mais aussi les Maoris de Nouvelle-Zélande, enfin certains, et aussi les Australiens. Oui, c'est une guerre qui a été particulièrement destructrice. Mondiale. Et alors, pire encore, à la fin de la guerre, en 1918, quand on vient d'apprendre le 12 novembre que la guerre est terminée, on commence à festoyer dans les rues, on met des pavillons partout, on met des fleurs, tout le monde se réjouit. Mais voilà qu'un navire entre dans la rade de Papeete, le Navua, qui est porteur d'un mal terrible, la grippe espagnole. Alors, elle a été plus destructrice que la Première Guerre mondiale. Et elle a fait des millions de morts. Des millions de morts. Alors, l'Institut Pasteur avait misé environ sur 50 millions de morts. Mais on pense que c'est revu à la hausse et que on serait plus du côté des 100 millions de morts que 50. Mais qu'est-ce qu'elle avait d'espagnol, cette grippe? Alors, elle n'était... Je me suis toujours posé la question. Voilà, elle n'était pas du tout espagnole. C'était un virus de type H1N1 qui était issu de Chine, venu de Chine, qui a muté aux États-Unis et ensuite s'est répandu sur toute la planète. Et pourquoi espagnol? C'est parce que l'Espagne, n'étant pas engagée dans le premier conflit mondial, publiait les résultats de ces malades et de ces morts concernant cette grippe. Et comme c'était les seuls à les publier, on a considéré que c'était la grippe espagnole. Ah d'accord, franchement, qu'avait-elle d'espagnol? Rien du tout. Voilà, rien du tout. Rien du tout. Et quand elle arrive, eh bien, en quelques semaines, elle va décimer la population. À la dengue Non, c'est un virus de grippe qui est 30 fois plus mortel qu'une grippe normale. Donc, une grippe terrible qui sera une pandémie mondiale. Et donc, c'est la plus grande pandémie mondiale qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Et là maintenant, est-ce qu'il y a des vaccins qui pourraient l'arrêter ou... Alors, c'est pour ça que quand, en 2010, il y a eu le virus de la grippe aviaire, donc H1N1, qui a recommencé à circuler, il y a eu des pays qui ont été gravement atteints, et c'est pour ça que on a établi... de type espagnol, en voilà, fait. c'était type grippe, enfin, ce genre-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a déployé au niveau de la planète des mesures sanitaire extrêmement drastique, justement pour la contenir et l'empêcher de se développer. Oui, parce que maintenant avec les échanges qu'on a partout, voilà. Parce qu'avant il pouvait peut-être ce virus exister, mais
comme il y avait moins d'échanges de voyageurs, c'était moins terrible. Voilà. Ça se répandait moins. Donc ça a été la plus grande pandémie mondiale. Il y avait eu bien sûr la peste noire au Moyen-Âge, mais qui s'était étalée sur de nombreuses années. Tandis que la grippe espagnole... Les moyens de communication n'étaient pas les mêmes. La grippe espagnole s'est répandue à la surface de la planète en quelques mois et donc a tué bien plus que la Première Guerre mondiale, qui avait été déjà très meurtrière. Donc c'est l'histoire des habitants qui, pensant que tout va bien et qui vont revoir les leurs, etc. Mais ça fait un peu comme les films d'horreur, c'est la catastrophe. Où on pense que le méchant est mort, puis tout d'un coup il rouvre un œil, même pas mort, et que ça continue. Et là, c'est un très méchant qui débarque. C'est horrible, parce qu'il y a eu beaucoup de familles décimées, et voilà. Pas que des soldats cette fois-ci. Ah non, là, ça a été la population entière. On pense que donc il y a eu à peu près 300 morts tahitiens, hein, des poilus qui sont morts à la guerre, et on estime autour de 3000 qui meurent ici, donc principalement Tahiti, Montréal, les îles sous le vent. Parce qu'à partir du moment où on comprend que c'est un virus terrible contre lequel on n'a aucun moyen de lutte, à ce moment-là, les autorités interdisent aux navires d'aller aux Tuamotu, aux Marquises et aux Australes, et ces îles-là seront en grande partie préservées. Les Tuamotu seront un petit peu atteintes parce que quelques navires les auront atteints en bordure, mais tout le reste sera préservé. Donc, si on arrivait à faire une veille sanitaire dans le sens de l'interdiction des navires, eh bien, jusqu'à ce que le virus soit éteint, on arrivait à protéger la population. Eh bien, pour nous raconter tout ça, donc tu vas être samedi en dédicace ? Voilà, samedi matin chez Odyssée, de 9h à midi. Et tu racontes un petit peu ou tu fais une signature seulement? Comment ça se passe? Alors, je raconte, et puis ce jour-là, j'aurai la chance, le plaisir de dédicacer avec Sylvia Tueyava-Richaud, et nous parlerons aussi des lois. Moi, j'ai écrit un autre ouvrage important, Le passage de la coutume à la loi. Elle aussi a des ouvrages sur les lois en langue tahitienne et puis aussi en français. Et donc, nous pourrons parler de tout cela parce qu'au fond, ce n'est pas très éloigné. Dans les questions 1917-18, je parle aussi de questions d'état civil qui sont reprises justement dans ces ouvrages concernant la loi et qui nous importent justement pour la recherche des terres actuellement, ainsi que retrouver l'état civil de ceux qui étaient propriétaires, etc. La généalogie, toute cette sorte de choses qui est bien compliquée quand on veut savoir qui appartient à quoi. Voilà. Eh bien, rendez-vous samedi. Rendez-vous samedi. Voilà. Merci Corinne. Merci. C'est toujours passionnant. On a envie de se plonger là. Merci beaucoup.